d'animer et de modérer cette première table ronde que nous espérons qui sera le démarrage d'une série de richesses, d'échanges. Et justement là, j'espère que vous sentez les vibes et la volonté d'échanger autour d'une problématique d'aujourd'hui, de demain. Et nous sommes aussi ravis de vous voir aussi présents. Et sans s'attarder sur le mot d'introduction. Alors, lors de ces tables rondes, sans entrer dans trop de détails, nous avons avec nous Monsieur le Président Omar Sarrochny, président de la CNDP, un expert aussi éminent en protection des données à caractère personnel, qui a occupé un certain nombre de postes clés et aussi dans sa carrière, il a accompagné beaucoup d'organisations dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Monsieur Mohamed Saad, vous êtes directeur général adjoint de la Bourse de Casablanca, et un petit clin d'œil de son passif en tant qu'ancien président de l'OSIM, l'association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc. Beaucoup de contributions, ça a été présenté par M. Sarrochny, et j'ai le privilège de vous accueillir aujourd'hui pour entrer dans le vif du sujet, qui est une problématique assez cruciale. L'idée, c'est de rentrer dans les fondations de la confiance dans un contexte numérique actuel, de parler aussi de ces enjeux, ces défis, l'impact de la technologie et la législation, et l'idée aussi de partager votre vision du futur. Peut-être M. Sarrochny, un petit démarrage avec une définition toute simple de la confiance et la sécurité du numérique, et comment vous voyez aussi les défis dans un contexte numérique actuel. Et pourquoi c'est assez crucial d'évoquer ce volet et comment ça a été évolué ces dernières années. Oui. Merci, Monsieur Bouchini. La problématique de la confiance est nécessaire et c'est un préalable au développement du digital. Comme je dis souvent, c'est en reprenant les termes de Paul Verignou, c'est en créant le train qu'on a créé l'accident de train. C'est en créant l'avion qu'on a créé l'accident d'avion. Et c'est en créant le digital qu'on crée l'accident du digital, c'est-à-dire la problématique d'intrusion et de non-protection. Donc, la confiance est nécessaire pour développer le digital dans un contexte serein et dans une optique qui permet de travailler sans se poser de questions ou bien en se posant un minimum de questions. Aussi efficace. Et par rapport aux enjeux, si on peut détailler davantage, que ce soit vous et même M. Saad, si vous voulez peut-être compléter, vous donner aussi votre vision sur les années passées par rapport à cette importance de la confiance et la sécurité numérique. En fait, d'abord merci pour l'invitation et puis bravo pour le choix de la thématique, et un souhait de longue vie et succès à ce think tank qui apporte sa pierre à l'édifice en matière de sensibilisation, qui est très importante. On verra en fait que l'humain est le maillon faible dans tout cet écosystème. Je vais peut-être partager avec vous une enquête qui a été faite à New York, où une association est descendue dans les ruelles de New York et puis ils se sont adressés à des jeunes gens pour leur demander s'il leur était possible d'échanger leurs données personnelles contre un cookie à la cannelle. Ils ont eu quelque chose comme plus de 90% de jeunes gens de moins de 20 ans qui ont accepté le deal. Donc voilà où est-ce qu'on est. Sommes-nous conscients justement de ce que nous vivons? Sommes-nous conscients de l'utilisation qu'on peut faire de ces données personnelles? Monsieur le Président l'a rappelé tout à l'heure, quand aujourd'hui on est sur des niveaux justement d'aller chercher des données comportementales, ça devient extrêmement critique
dangereux, parce que par la suite, je peux cartographier on va dire une population, suivant les maladies qui peuvent, donc justement, auxquelles ils peuvent être confrontés, ou des difficultés météorologiques ou politiques ou géopolitiques. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Je crois qu'avec le débat, on ira un peu plus dans le détail et puis on verra d'autres facettes par rapport à tout ce qui est challenge et défi par rapport à ces questions de cybersécurité, cybercriminalité et données personnelles. Tout à fait. Justement, je reprends un peu ce que disait aussi Monsieur le Président. La question, peut-être de base, c'est le pourquoi. Vous avez parlé de cette enquête, et peut-être que les personnes n'ont pas encore suffisamment été sensibilisées sur l'importance, et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment pris à la légère. Et là, en plus, ça me fait une transition vers le sujet de l'impact de la technologie et la législation. Parce que là, aujourd'hui, on a une technologie qui avance d'une vitesse incroyable, mais en même temps, il y a également la partie régulation. Peut-être dans la continuité, M. Simahmoud, comment voyez-vous justement les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, la blockchain, l'IoT, qui influencent justement la confiance et la sécurité numérique? Il est très important d'expliquer quelque chose comme le digital est encore très jeune. On vit dans ces innovations, il y a juste une soixantaine d'années. À partir des années 70, où ça commençait vraiment à avoir cette ampleur du fait des innovations technologiques. Le mot confiance vient d'une manière, d'un point de vue étymologique, de tout ce qui est fidere et fides, d'où quand on parle de monnaie fiduciaire, c'est une monnaie à laquelle on peut faire confiance. Quand vous recevez votre billet de 100 dirhams, que ce soit de la banque ou du commerçant d'à côté, vous ne vous posez pas la question de, on va dire, la valeur de ce billet de 100 dirhams. Est-ce que vous pouvez par la suite l'échanger contre des biens? On ne se pose pas cette question-là parce qu'on fait confiance au tiers de confiance. Parce que la confiance est essentiellement une question d'intention. J'ai l'intention de faire confiance et d'accepter la vulnérabilité que le tiers de confiance est de bonne foi. Donc c'est une question de fidélité, de foi, de confiance, de croyance aussi. Et donc on ne se pose pas la question si je vais demain déposer mon épargne chez la banque, est-ce que demain la banque va disparaître? On ne se pose pas cette question-là, parce que la banque existe en tant qu'institution depuis la nuit des temps. Et puis par la suite, il y a des lois et de la réglementation qui fait que nous avons une banque centrale, nous avons des instances qui sont très regardantes, qui vont surveiller, contrôler tous les jours les informations qui vont remonter, et cette institution-là, elle est trustable, et en fait, on lui fait confiance. Maintenant, pour revenir à la question du digital et du numérique, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a certes une crise de confiance, comme disait Hervé Sirex par rapport à la crise de 2008, il y a une crise de confiance parce que ce commerçant-là, sur sa fanpage Facebook, à qui je vais acheter un produit, c'est qui? Où est-ce qu'il est domicilié? Si jamais j'ai à retourner le produit ou à me faire rembourser, il faut se réveiller de bonne heure parce que de l'autre côté, je ne sais pas qui c'est qu'il est. Est-ce qu'il respecte la loi et la réglementation qui régissent ce business-là? Et donc toute la question est donc justement sur cette confiance qui n'est pas encore établie. Et encore plus quand on reviendra sur ces données personnelles, vous êtes obligé de remplir un certain nombre d'informations, des fois plus que ce qu'il a besoin pour traiter cette transaction. On reviendra au privacy by design et à toutes ces questions-là. Parce que quand vous avez un formulaire sur lequel vous devez tout citer depuis, je ne sais pas, le nom de votre chien, de votre chat, le nom de votre belle-mère, combien de personnes qui vivent sous le toit pour s'acheter un petit produit à 100 dirhams, on se pose la question du pourquoi. Et bon, par la suite, c'est monétisé, etc., etc. Mais vous ne trouvez pas que ça devient limite mécanique? Parce qu'aujourd'hui, on est justement dans l'ère du digital et que même les mœurs commencent à changer, si ce n'est que pour commander des choses, on va directement sur un site e-commerce et justement on ne se pose pas ce genre de questions. Donc la technologie, elle est intéressante, ouais. Mais par contre, la conscience des utilisateurs n'est pas encore là. Et heureusement qu'il y a les lois qui sont là, comme justement pour un peu rappeler les gens
aux règles et aux comportements qu'il faut adopter, qu'il faut suivre, que des instances comme la CNDP est là, comme la RGPD en Europe, la 0908 au Maroc, et donc c'est pour ça que heureusement il y a ce regain de conscience et que les entreprises, bien évidemment, sont là pour respecter la réglementation. Tout à fait. Justement, ça nous fait aussi une transition. Parler de régulation, on parle également des politiques gouvernementales et justement, M. Sorlochny, si vous pouvez nous éclairer sur ces politiques, quel rôle jouent-elles justement dans la protection des données et la sécurité en ligne? Et justement, comme on vient de parler d'une évolution technologique, comment faire une bonne balance, un bon équilibre à la fois entre l'innovation et la régulation? Il se pose une question de cinétique, c'est-à-dire la vitesse d'évolution des technologies est telle que le droit a peut-être du mal à courir derrière. Mais en fait, on ne régule pas les technologies, on régule les usages de ces technologies. C'est pas parce que votre voiture peut aller à 230 km/h que vous allez utiliser le 230 km/h. Vous allez devant un hôpital rouler à 30 ou à 20 km/h. Donc la question qui se pose, c'est par rapport à ces usages, est-ce qu'ils sont aussi fréquemment renouvelables que le renouvellement des technologies? Première question. Ensuite, il y a une dimension de droit souple que l'on doit créer. C'est-à-dire, il y a le droit, il y a l'éthique et il y a le droit souple. C'est, par exemple, en faisant des délibérations, sans attendre la signature d'une loi, que l'on peut réguler et définir un certain nombre de choses en attendant de les observer et de voir ce qu'il faut faire. Donc, le problème qui se pose, c'est qu'on ne peut pas envisager une digitalisation sans une évolution du droit. Et on ne peut pas envisager l'évolution du droit sans l'observation de l'usage. Voilà. Très bien. Dans ce cas-là, est-ce que vous estimez que, justement pour accompagner, vous avez parlé de l'innovation et l'évolution de droit, qu'il y a aussi une... En fait, c'est toujours, je reviens à cette question peut-être, de trouver le bon équilibre entre l'innovation et la régulation, parce qu'en même temps, on va dire les politiques gouvernementales ne sont pas là pour freiner l'évolution, mais en même temps, ils sont là pour réguler. Et c'est cette nuance-là qui peut-être des fois n'est pas évidente. Est-ce que vous estimez que ça dépend peut-être aussi de l'État en soi? Est-ce que c'est plutôt une convention internationale auquel tous les États s'inspirent pour s'aligner et justement pour accompagner cette évolution? Réguler, tout dépend de comment on conçoit et on comprend la régulation. Si on conçoit la régulation comme étant un frein, c'est qu'on est mal parti. Il faut pas que la régulation puisse stopper et arrêter l'innovation. Mais il faut accompagner cette innovation. Et c'est un travail de tous les jours, c'est un travail d'équilibre qui n'est pas facile à définir. C'est un travail qui est lié à l'observation, qui est lié à du débat, qui est lié à la sensibilisation, qui est lié à la maturité d'une société, qui est lié à plein de choses. Ouais, justement, vous, votre commission qui a ce rôle-là et en même temps qui délivre, on va dire, les autorisations CNDP, personnellement, je peux témoigner justement de cet accompagnement parce que pas toutes les sociétés ont la compétence d'être conformes. Et justement, cette démarche qui s'inscrit dans un premier temps par rapport à l'accompagnement, vous sortez des recommandations et par la suite, bien sûr, si elles sont conformes, vous délivrez l'autorisation. Après, il y a un autre sujet, justement, après avoir parlé de l'impact de la technologie et de la régulation, j'aimerais bien justement basculer sur du concret au sens incident. Monsieur Saad, vous avez vécu, vous avez occupé plusieurs rôles de DSI dans plusieurs entreprises. Justement, je rappelle que c'est Mohamed Saad, avant d'être directeur général adjoint de la Bourse de Casablanca, vous avez aussi occupé le rôle de DSI et avec votre
casquette quand vous étiez président de l'OSIM. Non seulement vous êtes familiarisé avec le domaine, mais en même temps vous êtes en contact avec tous les confrères qui vous remontent des expériences. Et justement, j'aimerais bien que vous partagez avec nous des expériences, des exemples concrets d'incidents de sécurité qui ont significativement impacté la confiance des utilisateurs, et peut-être même si vous avez des leçons à tirer et à partager. Vous savez, sur ce volet-là, ce que je dis, c'est que en termes d'attaques cybercriminelles, il y a deux types d'entreprises. Celles qui se sont fait déjà attaquer et qui le savent, et celles qui se sont fait déjà attaquer, mais qui ne le savent pas encore. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'on a quelque chose comme 120-130 entreprises membres de ce réseau OSIM, qui fait quelque part quelque chose comme 30% du PIB du Maroc. Et d'exemples, on en a vu. Ce bon matin-là, à 8h30, je reçois un appel de quelqu'un qu'on connaît très très bien, une belle institution au Maroc, qui m'appelle et me dit « S'il te plaît, regarde ton WhatsApp ». Donc j'ouvre mon WhatsApp, je trouve un screen de son écran, de l'un de ses écrans, son serveur de données, il est bloqué, c'est un ransomware qui a frappé, et donc il ne peut plus accéder à sa machine, rien. Plus de situation client, plus de situation de recouvrement, plus de suivi des dossiers de projet, rien. C'est blackout. Donc je lui dis, qu'est-ce que tu as opéré sur les 6 derniers mois? Il me dit, on était en train de changer de RP. Et alors, j'ai ouvert une session, elle est ouverte en continu avec mon éditeur, pour qu'il puisse opérer, donc changement de base de données, upgrade de l'ERP, etc., etc. Et donc, en tant que facilitateur dans ce think tank, on appelle un de nos on va dire experts, donc justement un partenaire de l'OSIM, et on va le dépêcher pour qu'il puisse regarder ce qu'il peut faire. Ils ont heureusement trouvé une sauvegarde qui date de quelques mois. Ils reviennent sur une situation, donc justement, outdated de quelques mois, qu'ils ont réinstallé, et donc heureusement qu'il n'a pas payé les bitcoins qu'on lui a demandé. Donc, premier cas que je partage avec vous. Deuxième cas, une autre PME, parce que ça sévit énormément chez les PME, parce qu'elles sont moins regardantes, elles sont moins équipées, elles sont moins outillées, il n'y a pas d'experts dans l'entreprise qui puissent mettre en place les bonnes pratiques. Donc cette PME de Heinsbach qui fait quelque chose comme 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires, très prospère. Et donc il y a le DG qui m'appelle, il me dit, je crois qu'on a perdu quelque chose sur les 6 derniers mois. Je dis quoi et comment, et il me dit, il y a 1 million de dirhams qui est parti en fumée. Je dis comment? Il me dit, c'est la fraude au code SWIFT. Et donc ils ont reçu des factures de leur partenaire espagnol avec un code SWIFT, avec un man in the middle qui a changé le code SWIFT, et donc tout le virement qu'ils faisaient à travers leur banque partait quelque part dans la nature, dans un pays. Et donc quand ils ont investigué, par la suite, donc, comment est-ce qu'ils ont eu ça a été révélé, c'est leur fournisseur qui les appelle pour leur dire, vous avez, vous déconnez, on a quelques millions de dirhams non réglés. Et les autres, ils leur disent, mais non, on a réglé. Et donc quand ils lui envoient le truc, non, c'est pas mon coup de SWIFT là. Et donc c'est 1 million de dirhams qui partent en fumée. Et donc aujourd'hui, on le voit de plus en plus chez les PME, et c'est des petits montants, c'est du 20 000 $, c'est du 5 000 $, 10 000 $. Et donc c'est des petits montants, ça s'industrialise, je crois qu'on aura l'occasion de parler de l'underground. Aujourd'hui, vous avez des offres de services, c'est ransomware as a service. Vous pouvez louer les services d'un expert criminel sur X jours, et donc voilà, qui est capable d'aller hacker qui vous voulez, ou une adresse Gmail, ou un compte Facebook, et c'est quelques centaines d'euros. Hein. C'est comme si vous attachez les services d'un freelance à coût de 600 € jour. Ben lui, c'est un cybercriminel, donc justement, qui va faire ça pour vous. Et bon, bien évidemment, c'est interdit. Si on vous chope, vous risquez gros. Mais
Dans le temps, on se disait que c'est quelque chose qu'on ne voyait que sur le 01 net ou qu'on va lire sur le net. Mais vous l'avez bien dit, avec ma casquette au sein de l'OSIM, je voyais ça à côté de moi, les gens que je les connais, les entreprises, je les connais, et donc personne n'est à l'abri. Absolument, et je pense que, je suis sûr et certain, dans la salle, il y a des personnes qui ont eu ce type d'incident, même à titre personnel, le hameçonnage, de se faire passer par votre banque. Comme on est dans l'anecdotique, je me permets aussi de partager quelque chose que j'ai vécu pas plus tard que la semaine dernière. J'étais appelé par la banque et je ne connaissais pas la personne. Elle me dit, voilà, je me présente, je suis telle personne, mais par contre, j'ai besoin d'avoir quelques informations pour m'assurer que c'est bien vous. Bon, heureusement, j'ai le réflexe, je dis, mais moi, qui me garantit que vous êtes de la banque? Maintenant, c'est à moi de vous poser des questions. Donc voilà, et donc forcément, c'est quelque chose à laquelle il faut qu'on soit extrêmement sensible, faire attention. On nous appelle pour un code de carte, etc. Donc inutile de rappeler qu'il faut être extrêmement vigilant. Et justement, face à ces attaques, toujours pour qu'on reste un peu dans le côté organisationnel, pour vous, M. Saad, quelle stratégie justement ces organisations doivent mettre en place pour faire face à ce genre de pratiques, et justement, quelles sont vos recommandations là-dessus? Je profite de la présence d'avoir notre responsable sécurité système d'information de la Bourse de Casablanca, il est devant moi. Et nous avons trois grands axes. Premièrement, c'est la sensibilisation. Deuxièmement, c'est la sensibilisation. Et troisièmement, c'est la sensibilisation. Et donc, tout le monde y passe. Et les stagiaires, et l'intervenant Maroc Télécom qui vient bidouiller sur la fibre optique, et le gars de la sécurité, sans parler du personnel, parce qu'ils sont obligés, nous avons des procédures qui disent que, et c'est suivi par la conformité, tierce partie, qui dit que tout le monde doit passer par la sensibilisation X fois par an. Nous avons des outils qui vont suivre ça, ces indicateurs-là, qui sont par la suite reportés à notre comité audit et risque, qui sont reportés à notre conseil d'administration. Parce qu'aujourd'hui, ça ne rigole plus, c'est un point à l'ordre du jour du conseil d'administration. Et je profite de la présence de M. le Président de la CNDP. Il y a quelques années, c'est la présidente du comité audit et risque, l'instance de gouvernance, qui nous dit « il faut que vous vous inscriviez dans le data Tira CNDP ». Donc c'était inscrit dans les PV du comité audit et risque, rapporté au conseil d'administration, et ils nous suivaient pour ça. Et donc, pas que nous, mais écosystème, c'est-à-dire que vous, en tant que bourse, mais autour de vous, vous avez des sociétés de bourse, il y a l'autorité marocaine de marché des capitaux, il y a Banque El Maghreb, il y a les gestionnaires de fonds. Donc en tant qu'écosystème, il faut que vous soyez le moteur pour justement irradier les bonnes pratiques autour de vous. Nous avons aussi créé ce qu'on a appelé l'exemple d'un MACERT qui est lié au marché des capitaux, Cyber Security Community Market. Et donc on a créé justement cette communauté qui va se réunir pour tout ce qui est sensibilisation, partager les bonnes pratiques, partager les alertes que nous, en tant qu'infrastructure d'importance vitale, on reçoit du MACERT. Donc c'est comme on le dit toujours, il faut chasser en meute. Par rapport, donc juste devant ce fléau planétaire, il faut se regrouper en meute. Donc j'ai laissé passer tout ce qui est infrastructure, solutions, etc., parce que ça c'est le basique. Mais le plus important, c'est de rester vigilant 24 heures sur 24. Je pense que vous avez bien stipulé 3 fois la sensibilisation. Peut-être aussi, il y a le volet process dont vous avez parlé. Il me semble que ce sont des pratiques qui commencent à s'installer dans les grandes structures, mais par contre, peut-être pour les PME, sachant que cet après-midi, on a un atelier qui est orienté sur justement l'état de l'art des PME qui n'ont pas tous soit les moyens, soit la présence d'esprit de s'organiser de cette façon. Comment justement ils peuvent contourner ou être prêts pour ce type de menace? Grâce à des think tanks comme le vôtre, grâce à aussi des think tanks comme l'OSIM, nous avons ce qu'on appelle Osmose. Osmose, c'est une initiative OSIM continue dans le temps, dans laquelle s'inscrivent le CNRPI et pas mal de structures, Data Protect, j'ai vu aussi qui sont partenaires.
Et donc, c'est une communauté qui va justement entraîner, c'est des grands, hein, c'est style les Sogo-Socha des années 50 japonaises, les grands qui vont un peu aussi couvrir les petits et les moyens pour justement les sensibiliser, leur apporter les bonnes pratiques, les sensibilisations, les livres blancs, les enquêtes. Nous avons Osimètre, je parle là, au nom de l'OSIM. Donc Osimètre est un indicateur annuel pour tout ce qui est maturité par rapport à... Je crois qu'il y a aussi Rachid Barabi qui va parler de ça, Marassi Hicham Faïq cet après-midi. Et donc, qui est un indicateur de maturité de la cybersécurité. Donc, comme je l'ai dit, hein, il faut chasser en meute. Hein, il n'y a pas de petites économies, tous ceux qui peuvent intervenir et donc justement apporter de la sagesse et de la connaissance sur ce genre de sujet. Il ne faut pas hésiter, il faut s'ouvrir. Et donc justement mettre autour de cette question le maximum d'institutions pour que justement, encore une fois, chasser en meute. Absolument. Et justement, donc à chaque fois, au même titre là, on parle des données personnelles ou même des problématiques de cybersécurité. Je pense que le premier réflexe qui arrive, c'est de s'attaquer à l'organisation elle-même, de dire « Ah, il y a des process qui manquent, il y a ceci, il y a cela ». Et par contre, je pense qu'on est tous d'accord que le plus grand risque, aujourd'hui, il peut venir même de l'utilisateur en personne, qui est en interne. Justement, ça me fait une transition, Monsieur Sorlochny. Selon vous, quelle est la responsabilité de ces utilisateurs qui ont du mal justement à protéger leurs données personnelles et selon vous, comment on pourrait, entre parenthèses, les éduquer pour qu'ils réduisent un petit peu cet impact et de ne pas porter toujours la responsabilité sur l'organisation, l'entreprise ou l'institution, si on parle justement de l'institution publique? L'utilisateur qui ne sait pas bien, entre guillemets, protéger son action, ben c'est comme le conducteur, le chauffeur qui ne sait pas bien conduire. Et donc, quelle que soit la performance et la capacité de la voiture, s'il conduit mal, il conduit mal. Il va avoir un accident, il va avoir des accidents. Donc la question est une question qui est perçue comme étant technique, mais qui est en fait complètement dans la vie sociétale. Ça démarre au niveau de l'utilisateur, puis enfin, si j'aborde ou j'adopte un framework d'architecture d'entreprise, ça va toucher les process, l'organisation, l'application, l'infrastructure, et en fait différentes couches. Et donc, par la sensibilisation, comme il a été évoqué, on circonscrit ce qui se passe au niveau de l'utilisateur, mais c'est jamais suffisant et c'est jamais terminé. Donc ça doit être quelque chose qui vit avec le temps parce que les dangers évoluent et la réaction de l'utilisateur face à ces dangers doit évoluer aussi. Très bien. Alors, revenir un peu sur les initiatives, qu'aujourd'hui il y a un cadre légal qui permet à toute institution, y compris des associations à but non lucratif, quand elles souhaitent mener des actions, d'être conformes, on va parler de la CNDP en tant qu'institution étatique en charge de la protection des données personnelles. Est-ce qu'il y a également des actions de sensibilisation qui sont prévues même au niveau de la télé? C'est-à-dire au même titre, est-ce que c'est pas quelque chose utopique? Comme on a l'habitude de voir à la télé les news de 20h, est-ce qu'il n'y aura pas des campagnes de sensibilisation? On est bien conscient que le niveau intellectuel il diffère dans une population, mais au moins s'adresser à ces personnes-là qui peuvent comprendre le message. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est prévu ou finalement non, vous restez justement plus focalisé sur la conformité des institutions et des organisations? Non, ce n'est pas utopique. C'est quelque chose qui est prévu, qui doit se faire, qui devait se faire déjà, mais qui va se faire. Une déclaration peut-être? Non, pas pour l'instant. D'accord. Très bien, très bien. En tout cas, je suis ravi parce qu'il est 10h33, donc pour l'instant, j'assure à garder le timekeeping, donc je vais passer à la dernière partie.
On a quelque chose qu'on a vécu en 2020, la pandémie Covid-19. Est-ce que selon vous, il y a eu un fort impact sur le changement des mœurs, notamment par rapport à la protection des données à caractère personnel? Vous me donnez l'occasion d'expliquer pourquoi on a créé le programme Datatira. En fait, il a été créé en juillet 2020 parce qu'on avait à gérer une situation particulière. Vous vous souvenez, la première, les deuxième et troisième semaines, presque tout le monde était en télétravail. Et donc il fallait un peu gérer la question, est-ce que dans cette situation de crise, on doit protéger les données? Tout le monde voulait accéder aux données de tout le monde pour pouvoir réaliser certaines choses. Et donc on a pu évoluer et comprendre qu'il n'était pas opportun de rester sur une ligne droite qui est la protection des données. Et on a commencé à gérer la protection des données comme étant un risque sur la vie privée. Donc un risque et une analyse de risque doit s'adapter selon le contexte. Et le contexte que l'on avait à ce moment-là, c'était la sécurité sanitaire collective, c'était le maintien de la vie économique et le maintien des droits humains, dont la protection des données. Donc on était dans une logique de triangle. Et dans des situations où l'on tolère 2%, 3%, 5% du risque, on va être amené à accepter 15%, 20% du risque. Et donc nous avons créé le programme Datatira pour aller vers les gens et ne pas attendre qu'eux se mettent en conformité, même si on a noté que pendant la période de pandémie, alors que tout le monde était en télétravail, les gens veillaient à cette conformité. Très bien, donc pour vous c'était limite une opportunité pour accélérer, on va dire, la mise en conformité. Il existe je peux dire deux types de conformité, ou de gestion de la donnée à caractère personnel et de sa protection. Il y a des pays où on gère les données à caractère personnel parce qu'il y a eu un événement déclencheur, un fichier de cantine ou autre qui fait que les gens se mobilisent et une loi est produite. Et il y a des pays où la loi existe parce qu'il faut faire comme tout le monde. Et qu'on est convaincu pour s'insérer dans l'environnement digital, il faut être à ce niveau-là. Donc nous avons eu l'occasion avec la pandémie d'être un pays qui avait installé la loi pour pouvoir arriver à certains objectifs, mais qui a vécu d'un point de vue sociétal la nécessité de se protéger. Très bien. Peut-être votre témoignage, Monsieur Saad, justement avec l'arrivée de la pandémie. Alors je ne sais pas si vous pouvez parler de votre institution ou même une autre que vous connaissez, peut-être un confrère, comment justement la pandémie a accéléré la prise de conscience, d'une part, et justement pour être organisé, justement M. Sarojny qui parlait du télétravail, qui est arrivé d'une façon très subite et comment vous avez fait face par rapport à cette évolution, cette mise en conformité. En fait, juste pour peut-être établir un lien avec l'utilisation des technologies d'information à la Bourse de Casablanca, forcément dans ce secteur d'activité par rapport à ce genre d'entreprise, elles sont très automatisées d'un point de vue process. Un outil de production qui permet de sortir des pots de yaourt dans une industrie qui fait du yaourt. Chez nous, c'est le système d'information. La plateforme de cotation, elle permet de matcher les offres d'achat et de vente. Et c'est un écosystème qui est hyper maillé parce que nous sommes connectés aux sociétés de bourse qui, elles, ne peuvent trader que quand ils sont connectés à notre système. Et au market data, aux diffuseurs, les Bloomberg, Reuters, Interactive Data, etc., qui sont aussi connectés à nous pour acheter de la data. Donc, forcément, les process sont très automatisés.
Et sur les 10 dernières années, on en a profité pour justement refondre notre plateforme, pour rappeler que ce que nous utilisons comme système, c'est le système de la bourse de Londres, le London Stock Exchange, qui équipe aussi la bourse de Johannesburg, et d'une trentaine de bourses dans le monde. Donc les process sont relativement très automatisés. Et de la même manière, tous les autres systèmes connexes, les ERP, tout ce qui est Accountants Management, etc., etc. Donc on était relativement très bien préparé par rapport à cela. Et bien évidemment aussi, quand on a une forte composante de conformité, compliance à tout ce qui est réglementation, nous sommes surveillés et contrôlés par l'AMMC et par Banque du Maghreb, les deux, nous avons 2 régulateurs, et donc nous sommes obligés aussi d'être conformes à tout le corpus réglementaire, entre autres à la loi 0108. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons aussi servi comme un carrefour de mise en place de cette réglementation à travers Datatira. Cette composante est très importante parce que nous avons aussi insufflé tout ce qui est Privacy by Design dans nos développements. Nous ne demandons que ce dont nous avons besoin pour nos systèmes et nos process. Et donc, bien évidemment, c'est vrai que nous sommes très regardants par rapport à ces questions-là. À chaque fois qu'il y a un process nouveau, il passe par la conformité avant qu'il ne puisse être mis en production par les métiers. Donc voilà un peu par rapport à la bourse de Casablanca. Nous prêchons aussi ces bonnes pratiques au sein de l'OSIM et donc avec nos partenaires, sociétés de bourse et autres. Et donc c'est comme ça qu'on peut aussi être contagieux d'une manière positive par rapport à ces bonnes pratiques. C'est vrai que là, vous avez l'exemple, on va dire, le plus studieux en termes de mise en conformité, donc forcément, pour ce genre de pandémie ou de phénomène, c'est peut-être pas très impactant pour vous, mais je pense que pour d'autres entreprises qui étaient prises justement devant le fait accompli, ils ont eu du mal et comme on dit, c'est toujours une opportunité quand on a un problème de se remettre en question et de voir comment on peut améliorer. Et peut-être pour finir, justement, Monsieur Saad, votre imagination, à votre avis, comment vous voyez justement l'évolution de la sécurité numérique? Je ne vais pas parler de 5-10 ans, parce qu'aujourd'hui on parle du projet des 6 prochains mois. Si aujourd'hui on vous pose cette question-là, dans votre imagination, comment vous voyez ça en termes d'évolution dans le futur? Peut-être une leçon apprise à partager avec l'audience, c'est que au sein de la bourse Casablanca, déjà nous sommes triplement certifiés, 9001, 27001 et 22301, continuité d'activité. Mais il y a 2 ou 3 ans, on a été agréablement surpris par un référentiel, un cadre de travail qui a été poussé par la Banque du Maghreb, la Banque centrale. C'est un référentiel qui s'appelle CROE, Cyber Risk Oversight Expectations, et donc qui traite de la cyber-résilience, pas de la cybersécurité. C'est-à-dire que la cyber-résilience, c'est un corpus, cadre de référence qui a été mis en place par la Banque centrale européenne et qui a été repris par la Banque du Maghreb, qui l'a poussé vers un certain nombre, ce qu'on appelle les IMF, les infrastructures du marché financier. Et ce corpus, il est d'une maturité magnifique, c'est parce qu'il remonte d'un point de vue maturité jusqu'au conseil d'administration. Tout à l'heure, j'avais parlé de cette pression que va nous mettre le conseil d'administration pour qu'on inscrit au niveau des ordres du jour de ces réunions un point sur la cybersécurité. Ils suivent ça, ils suivent tout ce qui se fait tout au long de l'année d'un point de vue cybersécurité. Et donc c'est grâce à ce référentiel CROE qui est compartimenté à travers 3 niveaux de maturité. Et donc nous avons mis en place le premier niveau il y a 2 ou 3 ans de ça. Actuellement nous sommes en train de mettre en place le 2e niveau. Et c'est un référentiel qui est très mature. Et donc qui permet donc d'élever cette maturité. La cyber-résilience, c'est de dire que c'est comment être résilient quand on est attaqué. Ce n'est plus le fait de dire quelles sont les mesures à mettre en place quand le jour où je me fais hacker mon site web, c'est comment continuer à opérer, à servir ses clients quand bien même vous êtes attaqué un jour. Très bien.
la roadmap elle est bien définie, le futur, vous le voyez dans la pratique, grâce à ce référentiel. Et peut-être aussi pour finir avec peut-être le mot de la fin de M. Sorochny, la même question, un peu posée différemment. Quels sont les enjeux de la CNDP dans le futur? Je sais que vous avez beaucoup de responsabilités en ce moment, mais comment vous voyez justement l'évolution de la confiance et sécurité numérique? La CNDP a eu une phase, depuis sa création, une phase pédagogique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas passer aux sanctions d'emblée. Il fallait que l'on explique, que l'on accompagne, que l'on suive les gens. Cette phase a continué. Elle va être enrichie par une phase de sanctions, mais surtout par de la sensibilisation. Donc l'enjeu premier aujourd'hui, c'est de faire que la protection des données soit un enjeu sociétal et une valeur sociétale à défendre. Très bien. Donc peut-être mon idée de la télé pourrait faire partie du programme. Là, il est 10h44. Je pense que j'ai peut-être le droit de prendre une question. J'ai encore une minute. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui. Bonjour, une petite question. On est le Maroc en s'inspire. Comme vous le savez, nous aurons affaire à plusieurs stratégies, à plusieurs entités dans l'écosystème de numérique. On aimerait bien savoir où on est le Maroc par rapport, c'est-à-dire si vous avez une comparaison relative, c'est-à-dire pas absolue parce que tout le monde avance, puisque vous avez une idée sur l'avancement du Maroc en termes de cybersécurité au niveau mondial. Merci. Alors, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez vu le programme des 3 jours de Matec. On va rentrer dans le détail de chaque sujet, mais bon, en tout cas, si vous voulez. Exactement, à 14h30. Voilà. À 14h30, vous revenez, et justement, la présentation de l'osimètre qui vient d'être rappelée par Simon Michel. Serge Barabé, je rappelle, est vice-président de l'OSI, et il nous présentera avec ses Hicham Faye osimètre, qui est un indicateur. C'est une enquête qu'ils ont menée sur le marché, donc justement sur la readiness, la préparation de l'écosystème privé, mais aussi public, par rapport à la réglementation, mais aussi où est-ce qu'on en est. Et juste une précision, il ne faut pas revenir, il ne faut pas partir. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions et très rapidement. Oui, je voudrais revenir sur la confiance parce que vous avez parlé de billets bons qui donnent une confiance, des billets qui sont terrain. Or, les banques centrales sont en train de travailler sur une monnaie virtuelle pour laisser la monnaie fiat et venir vers cette monnaie virtuelle. On est-il à ce moment-là de la confiance dans une monnaie qui n'est plus de papier? Justement, c'est pour ça qu'elles poussent, les banques centrales, elles poussent vers une crypto-monnaie, mais estampillée banque centrale, plutôt qu'une monnaie quelque part dans la nature. Vous avez vu plein de banques qui ont perdu leur vie sur des monnaies virtuelles qui ont été créées dans des garages un peu partout dans le monde. Et donc c'est pour ça que les banques centrales se sont un peu liguées pour dire que vous voulez une crypto-monnaie, on va vous la créer. Mais elle sera sous l'égide, donc justement, d'une instance centrale qui contrôle l'utilisation et qui va être plus une monnaie d'échange qu'une monnaie d'investissement, avec toutes les appellations un peu farfelues. Aujourd'hui, il y en a des milliers qui sont échangés sur le net. Alors, je prends le micro, ça.